Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on verra une analyse détaillée ici de la correction de cet exercice, de l'exercice ici 5 concernant la translation, les vecteurs et translation. Bon, alors proposé ici dans le devoir surveillé numéro 1 semestre 2 l'année 2025, le 10 mars 2025. Donc la vidéo, là voilà la vidéo qui présente la résolution ou bien la réponse pour cet exercice. Voilà, on verra ici la correction, ici. Montrer que C est l'image de I. Montrer que IC Voilà est l'exercice. un rectangle. Puis, Voilà, ici on verra, donc, si je mets troisièmement, on a déjà ici. appartient à AC. Alors, je ne vais pas présenter cette Passons correction ou maintenant bien cette résolution, mais à tout la dernière simplement, question. alors je vais tout simplement présenter une analyse faite par l'intelligence artificielle concernant cette vidéo. Alors, je vais déclencher ici ceci. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée analytique. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une mission qui est assez singulière. Très singulière même, oui. Je suis prêt à décortiquer tout ça. Super. Alors l'idée, c'est de prendre un exercice purement visuel, un truc vraiment tracé à la craie sur un tableau noir, et de le transformer en une véritable enquête auditive. Une enquête logique, on pourrait dire. C'est exactement ça. On va s'appuyer sur une session de soutien scolaire fascinante qui vient d'une vidéo de la chaîne YouTube Sanjay Maths. Le document de base s'intitule Soutien numéro 80, équation, inéquation, vecteur et translation. C'est un programme assez chargé. Carrément. Et nous, on va se concentrer spécifiquement sur l'exercice numéro 5 de cette session. Mais attention, on ne va pas faire des mathématiques scolaires classiques. Non, l'approche est très différente aujourd'hui. Voilà, on va plutôt aborder ça comme un mystère en chambre close. Pour ceux qui nous écoutent, on a des indices de départ, des règles très strictes, et on doit découvrir ce qui se cache dans une figure géométrique, et ça, sans jamais utiliser une règle ou un compas. Juste par la force de la logique pure. Et c'est un excellent angle d'approche. Pour bien comprendre l'enjeu de cette énigme géométrique, il faut regarder le contexte fourni par la source. Cet exercice numéro 5, il n'arrive pas de nulle part en fait. Il est l'aboutissement d'un processus. Tout à fait. Il clôture toute une série d'apprentissages progressifs. Avant d'en arriver là, le cours a abordé des concepts comme les équations, histoire d'installer une certaine rigueur algébrique. D'accord ? Ensuite, il y a eu une transition vers la géométrie, avec l'alignement des points et surtout l'application de la fameuse relation de Schall. Ça, c'est vraiment le point de bascule. Justement, faisons une petite pause sur cette relation de Schall. Parce que la source la mentionne comme un prérequis essentiel, et quand on entend ça, ça sonne très académique, très impressionnant. Ça fait très grand mathématicien. Oui, voilà. Mais concrètement, avant même de parler de notre figure, de quoi s'agit-il au juste, la relation de Schall ? C'est vrai que le nom est intimidant, mais l'idée est d'une simplicité enfantine. Imaginons une situation de la vie quotidienne. Si on marche de sa maison jusqu'à la boulangerie. Ok, le premier trajet. Voilà, c'est ça. Ensuite, de cette boulangerie, on marche jusqu'au parc. Ça, c'est le deuxième trajet. Eh bien, la relation de Schall, c'est simplement le fait de dire que le résultat final de ces deux déplacements successifs équivaut à un seul grand déplacement. Qui serait d'aller directement de la maison au parc. Exactement. En mathématiques, on décrit ces trajets par des vecteurs. Et on dit que le vecteur maison-boulangerie plus le vecteur boulangerie-parc est égal au vecteur maison-parc. C'est juste une façon formelle de décrire comment les mouvements s'enchaînent bout à bout dans l'espace. D'accord, c'est beaucoup plus clair dit comme ça. Le mouvement global annule les étapes intermédiaires, en quelque sorte. C'est un très bon résumé. Du coup, gardons cette logique de déplacement en tête, car elle va être notre principal outil d'investigation pour la suite. Plantons maintenant le décor de notre mystère spatial. On arrive dans le vif du sujet. Oui, la source nous donne une figure de départ très classique, un losange.
pour bien visualiser, on peut imaginer la forme d'un cerf-volant parfait, ou bien la couleur carreau dans un jeu de cartes. Le fameux carreau, oui. Ce losange a 4 sommets. Disons une pointe en haut, une en bas, une à gauche et une à droite. Le point tout en haut s'appelle A, et au beau milieu de ce losange, à l'intersection exacte, on a un point central qu'on va nommer I. Alors ça, c'est la structure de base. Mais une géométrie statique ne nous intéresse pas vraiment ici. Le document introduit très vite le moteur de l'exercice, c'est-à-dire une translation. C'est ce qui va animer notre figure? Absolument. Cette translation, elle est définie par un vecteur précis. C'est le vecteur qui part du point A, donc tout en haut, et qui descend jusqu'au point central, I. Et c'est là qu'une petite analogie s'impose pour ne pas perdre le fil. Le professeur dans la vidéo insiste bien sur le fait qu'un vecteur, ce n'est pas juste un trait dessiné sur un tableau. Non, pas du tout. C'est plutôt une instruction, tu vois. On peut vraiment le voir comme une ligne de code informatique destinée à un objet virtuel. Ce vecteur, dit en substance, prend un point, n'importe lequel, déplace-le dans cette direction précise, avec cette inclinaison exacte, et fais-lui parcourir exactement cette distance-là. C'est une excellente métaphore. Donc notre instruction de base, notre code maître pour tout l'exercice, c'est ce trajet, cette glissade qui va du sommet supérieur A jusqu'au centre I. Et ce qui est fascinant quand on lit la transcription, c'est de voir comment cette simple instruction va forcer l'apparition de nouvelles structures. La toute première question de l'exercice consiste à prendre le point situé à l'extrême droite de notre losange. Le point D, c'est ça? Le point D, oui. Et on doit lui appliquer cette fameuse instruction. On cherche son image par la translation. Autrement dit, on demande à ce point de droite d'exécuter exactement le même glissement, la même distance, dans la même direction que notre trajet modèle. Du sommet vers le centre. C'est ça. Et le point d'arrivée de ce glissement sera baptisé F. Ok, donc on a pris le point de droite, on l'a fait glisser vers le bas et la gauche avec la même pente, et pouf, on a un nouveau point F dans l'espace. Mais la vidéo ne s'arrête pas à un simple dessin, il y a une vraie transition conceptuelle. Oui, on passe d'une action physique, qui est de dessiner un point, à une affirmation mathématique très puissante. Justement, comment le professeur explique-t-il ce passage à l'abstraction? Il le fait en posant une égalité absolue. Construire l'image du point de droite par cette instruction, ça signifie mathématiquement que le nouveau trajet est créé et le clone parfait du trajet initial. Donc, le vecteur AI est strictement égal au vecteur DF. C'est la clé de voûte. Ce sont deux vecteurs identiques. Et c'est là qu'intervient une propriété fondamentale de la logique spatiale. Si on connecte ces 4 points ensemble, le sommet supérieur, le centre, notre nouveau point et le point de droite, on obtient une figure fermée. Le quadrilatère AIFD. Voilà, et l'égalité stricte de trajectoire garantit automatiquement que la forme obtenue est un parallélogramme. C'est assez remarquable quand on y pense. On vient juste de déplacer un seul point dans le vide. On n'a rien mesuré du tout. Et pourtant, la logique interne des mathématiques nous garantit qu'une forme parfaitement régulière, avec des côtés opposés parallèles et de même longueur, vient de naître sous nos yeux. L'ordre se crée de lui-même si les prémices sont rigoureuses, en effet. C'est un peu la magie des propriétés émergentes. Une règle simple engendre une structure complexe sans aucun effort supplémentaire. Bon, décortiquons la suite. La deuxième question nous pousse à tester cette instruction de mouvement sur d'autres éléments. Oui, la deuxième étape de la démonstration s'attaque au point central lui-même, le point I. On nous demande de prouver que si on applique notre instruction de mouvement à ce point central, son point d'arrivée sera obligatoirement la pointe inférieure du losange, le point C. Et là, on a un défi intéressant. Parce que visuellement, sur un dessin, ça a l'air évident. On glisse du haut vers le centre. Donc si on continue avec le même élan depuis le centre, on arrive forcément en bas. Visuellement, oui, ça tombe sous le sens. Mais dans le cadre d'une démonstration rigoureuse comme celle de tailler dans la source, on ne peut pas juste dire « Ah bah ça se voit ». Comment on fait pour le prouver de manière irréfutable, toujours sans sortir de règles? Pour résoudre ce mystère particulier, l'astuce consiste à arrêter de regarder le mouvement et à regarder à nouveau la pièce dans laquelle on se trouve. Notre figure de départ? Exactement, le losange. On sait que la ligne droite qui relie la pointe supérieure à la pointe inférieure, la droite AC, traverse tout le losange. C'est sa diagonale principale. Ok, la grande ligne verticale. C'est ça. Et une des règles fondamentales du losange, son code génétique on pourrait dire, c'est que son point central est situé très exactement au milieu de ces diagonales. Oh, je vois où ça nous mène. Si le point central I est le milieu parfait de cette grande ligne verticale AC,
Ça veut dire que le trajet depuis la pointe supérieure A jusqu'au centre I, c'est exactement la moitié du chemin. Et la deuxième moitié, Et la deuxième moitié, c'est le trajet depuis le centre I jusqu'à la pointe inférieure C. c'est très exactement le raisonnement suivi par le professeur. La distance est la même, les points sont alignés sur la même droite, dans le même ordre, l'orientation ne change pas. La pente est identique. Voilà. Par conséquent, la logique vectorielle confirme que l'instruction pour aller du haut vers le centre est une copie conforme de l'instruction pour aller du centre vers le bas. Les deux vecteurs sont égaux. Donc AI est égal à IC. C'est prouvé, et puisque notre translation de départ est le trajet IA, l'appliquer depuis le point I nous amènera indéniablement au point C. Le mystère est résolu par la simple définition du mot milieu. C'est très élégant. C'est comme si on utilisait l'architecture même du bâtiment pour résoudre le problème, plutôt que de chercher des indices à l'extérieur. Les réponses sont littéralement intégrées dans la forme du losange. Les mathématiques sont souvent une affaire de perspective. Ce qui nous amène à la troisième phase de l'exercice. Et selon le document source, c'est le cœur absolu du problème. C'est le grand rebondissement, le moment où tous les fils de l'enquête vont se nouer. En effet, l'énoncé demande de prouver la nature exacte d'une toute nouvelle forme. Faisons un petit rappel. À la première étape, on a créé le point F en déplaçant la pointe droite D. Oui, À la deuxième étape, on a prouvé que le déplacement du centre I mène à la pointe inférieure C. Si on relie ces 4 points, donc le centre I, la pointe inférieure C, le nouveau point F et la pointe droite D, on obtient une nouvelle figure. le quadrilatère ICFD. Une sorte de boîte inclinée sur le côté inférieur droit de notre dessin global. C'est une bonne description visuelle. Et l'objectif maintenant, c'est de démontrer de manière implacable que cette boîte inclinée est en réalité un rectangle parfait avec 4 angles bien droits. C'est une affirmation super audacieuse quand même. Passer de quelques lignes qui ont glissé dans l'espace à la certitude absolue qu'on a des angles à 90 degrés partout, ça ressemble à un vrai tour de force logique. C'est là que la beauté de la géométrie opère. Mais comment l'expert dans la vidéo s'y prend-il pour construire cette preuve étape par étape? Il agit méthodiquement, en rassemblant les indices accumulés, comme on consolide les fondations d'un raisonnement. Le premier indice nous vient de la toute première question. On avait établi que le vecteur AI est égal au vecteur DF. Le mouvement du haut vers le centre est identique au mouvement de la pointe droite vers le nouveau point. Oui, Le deuxième indice vient de la question numéro 2. Le vecteur AI est aussi égal au vecteur IC. le mouvement du haut vers le centre égale le mouvement du centre vers la pointe basse. C'est ici qu'intervient une loi implacable de la logique universelle, la transitivité. Ah, la fameuse règle du « les amis de mes amis sont mes amis » version mathématique. Si une chose A est égale à une chose B, et que cette même chose A est égale à une chose C, alors B et C sont forcément égales entre elles. C'est une excellente façon de vulgariser le concept. Si 2 trajets différents sont tous les deux la copie conforme de notre trajet initial AI, ça veut dire qu'ils sont la copie l'un de l'autre. Le vecteur DF est donc égal au vecteur IC. D'accord? Et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure lors de la première étape, cette simple égalité vectorielle suffit à prouver que notre boîte inclinée possède des côtés opposés parallèles et de même longueur. On vient donc de franchir un premier palier. Cette égalité DF égale IC prouve indéniablement que la forme DFCI est au minimum un parallélogramme. Sans l'ombre d'un doute. Ok, donc on a gravi une marche importante, on sait que la forme n'est pas complètement biscornue, ses bords sont bien parallèles 2 à 2, mais un parallélogramme, ça ressemble souvent à un rectangle qu'on aurait un peu poussé sur le côté, tu vois, qui pinche. Oui, les angles ne sont pas forcément droits. Il nous manque une information cruciale pour redresser cette boîte et la verrouiller à 90 degrés. C'est le fameux coup de théâtre géométrique. Où est-ce qu'on trouve ce dernier indice caché ? On le trouve en retournant fouiller, encore une fois, dans les propriétés fondamentales de notre figure d'origine. C'est ce qui est si puissant dans la construction de cet exercice. On revient toujours au losange. Exactement. Il faut se souvenir que toute notre action se déroule à l'intérieur d'un losange. Et le losange possède un trait de caractère unique, un détail qu'on oublie facilement mais qui change tout. Ces 2 diagonales, la grande ligne verticale et la grande horizontale, ne se contentent pas de se croiser en leur milieu. Elles se croisent en formant une croix parfaite. Elles sont strictement perpendiculaires. C'est ça. L'intersection au centre, le point I, forme donc naturellement une intersection à angle droit. Oh, c'est génial! Et comme l'un des sommets de notre nouveau parallélogramme DFCI tombe précisément sur ce point central I, ça signifie que ce coin-là de la boîte est un angle à 90 degrés.
L'emboîtement des informations est désormais total. D'un côté, nous avons une forme dont nous avons prouvé qu'elle est un parallélogramme. De l'autre, la nature même du losange nous certifie qu'un des coins de cette forme est un angle droit parfait. Et il y a une règle mathématique absolue pour ça, non? Tout à fait, le professeur la cite dans la vidéo. Si un parallélogramme possède ne serait-ce qu'un seul angle droit, cette contrainte force immédiatement tous les autres angles à se redresser. La forme entière devient un rectangle. La preuve est magistralement clôturée. C'est vraiment fascinant. On part d'une simple instruction de glissement, on s'appuie sur ce qu'on sait d'un cerf-volant basique, et sans jamais toucher à un rapporteur ou une équerre, on révèle la présence d'un rectangle parfait caché dans la structure. C'est le triomphe de la déduction sur la perception. C'est ça. Le niveau de certitude qu'offre la déduction intellectuelle est assez vertigineux quand on le décortique étape par étape. Mais l'exercice ne s'arrête pas là, si je me souviens bien. Il y a une dernière question concernant le mouvement des droites. Oui, l'exercice nous propose une dernière étape qui élargit encore la perspective. Jusqu'à présent, nous manipulions des points individuels ou des formes fermées. La toute dernière question nous propose d'appliquer notre translation à une droite entière. Un glissement parallèle dans l'espace. La situation est décrite ainsi. On trace une droite, appelée delta, qui passe par le point I et qui est parallèle au côté AB du losange, le bord supérieur gauche. C'est notre point de départ. Et le but, c'est de trouver l'image de toute cette droite infinie, delta, par notre translation de base, le vecteur AI. J'avoue que conceptuellement, déplacer une ligne infinie, ça donne un peu le tournier. Comment on aborde ça logiquement? Pour éviter le vertige de l'infini, la méthode théorique s'appuie sur les propriétés conservatrices de la translation. Le professeur pose un principe de base. Par une translation, l'image d'une droite est toujours une droite qui lui est strictement parallèle. Donc l'orientation dans l'espace ne change jamais, la ligne ne pivote pas. Exactement. Nous savons déjà que la nouvelle droite, nommons-la delta prime, sera parallèle à l'ancienne. Le seul véritable mystère qui reste, c'est de trouver sa position exacte. Il suffit de connaître l'image d'un seul de ces points pour l'ancrer dans l'espace. Ah, je comprends. Si je suis la logique, puisqu'on a besoin d'un seul point d'ancrage, on va utiliser celui qu'on connaît déjà. Le point I appartient à la droite de départ, delta. Tout à fait. Et grâce à la question 2, on sait que l'image de I par la translation, c'est le point C, la pointe inférieure. Le piège logique se referme. Et donc la nouvelle droite delta prime doit obligatoirement passer par le point C. On a nos deux conditions, elle passe par C et elle est parallèle à delta. Et par le jeu du parallélisme, puisque delta était parallèle au côté AB, alors delta prime est elle aussi parallèle au côté AB. Mais attendez, quelle est la droite de notre figure qui passe par C et qui est parallèle à AB? Dans un losange, les côtés opposés sont parallèles par définition. Et le côté opposé à AB, c'est? C'est le côté CD, le bord inférieur droit. La droite image se confond parfaitement avec la droite CD. On a fait glisser l'infini pour le superposer à un côté du losange. Et la boucle est bouclée. La source précise même un détail amusant. À la fin, le professeur vérifie ce résultat avec un logiciel de géométrie. Ah oui, l'ordinateur affiche exactement ce que le raisonnement avait prédit. C'est beau parce que l'ordinateur n'a rien découvert, il a juste illustré une vérité que l'esprit humain avait déjà verrouillée. Alors que signifie tout cela pour clore notre analyse? Cet exercice est une parfaite illustration du pouvoir de la pensée analytique. À partir de règles très simples, on construit des certitudes complexes. C'est un entraînement puissant pour la rigueur intellectuelle. C'est clair. On a généré des parallélogrammes, un rectangle inattendu, on a déplacé des droites entières, tout ça de manière purement logique. La beauté de la déduction réside dans cet enchaînement d'évidences. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je suis tout ouïe. Si la translation en géométrie permet de déplacer des objets sans jamais altérer leurs propriétés fondamentales ni leur nature intime, peut-on imaginer qu'il existe des translations similaires dans le monde des idées? C'est une question profonde. Des processus qui permettraient de prendre un modèle de pensée en biologie, disons, et de le faire glisser intact vers l'économie ou la sociologie en gardant sa vérité intacte malgré le changement de contexte. C'est une piste captivante pour repenser la façon dont le savoir voyage d'une discipline à une autre. Une belle matière à réflexion pour prolonger notre discussion d'aujourd'hui.